disons que Nick Tandy a son petit côté explosif. Il a son tempérament. Voilà. Il a son univers. Bon, Il a son univers latin alors que c'est un Britannique. ouais, non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. C'était pas gagné d'aller chercher Matt Campbell. On l'a vu d'ailleurs. Les deux, en fait, étaient sur un fil. Et moi, je me suis mis à la place de Roger Penske et des ingénieurs, surtout des deux voitures. Qu'est-ce que tu dis là? Au moment où tu te bats pour la victoire, on sait que la BMW de Dries Vanthoor a été mise Ouais. hors d'état de nuire, si je puis dire. Ouais, il s'est On mis y tout seul. reviendra. Il s'y est mis tout seul. Ah Mais ouais. ouais. L'arrêt des programmes ou le retrait de certains constructeurs ou bref les changements qui interviennent font que effectivement le LMP2 et c'est le cas aussi en ELMS on a ou alors il y a aussi les courses d'IMSA où les GTP ne roulent pas et du coup les pilotes titulaires du GTP vont en LMP2, ça c'est hyper intéressant et c'est vrai que ça nous donne des équipages de premier plan. On avait même là la joie sur la LMP2 de l'équipe Riley, on avait même le champion du monde de Formule 1 2008, donc c'est pour te dire quand même C'est qu'on vrai. avait un... A posteriori. Voilà. Donc, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Felipe Massa, si tu nous écoutes, bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de notre rédacteur, spécialiste de l'endurance, rédacteur en chef d'Endurance Mag, mais de bien d'autres sites internet également, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut à toutes, salut à tous et salut aux fans d'endurance. C'est mon nouveau gimmick, t'as vu. Je sais pas, c'est un peu... Non, c'est un peu nul, mais je le tente. Non, ça va. Moi j'aime bien, je valide parce que les fans d'endurance, eh bien, ils sont là, ils étaient là ce week-end et nous sommes là pour en débriefer d'une épreuve, une classique floridienne comme j'ai l'habitude de le dire dans notre 46e épisode. Eh bien, on va revenir sur la 63e édition des 24 heures de Daytona. On a vibré ce week-end. Vous l'avez, je l'espère, suivi sur Automoto la chaîne. On s'est régalé, que ce soit au micro ou depuis notre canapé. En tout cas, vraiment, c'était fantastique. Le coup d'envoi de la saison du championnat américain d'endurance de l'IMSA, donc, eh bien, ce coup d'envoi a été donné. Épreuve mythique qui démarre donc chaque saison depuis quelques années déjà. Et dans l'Endurance Club, eh bien, on va essayer, pour décrypter tout ça, de vous donner des chiffres importants, des statistiques, des infos aussi, qui vont vous permettre de connaître encore mieux ce monde de l'endurance qui nous fait en vibrer. En tout cas, c'est la promesse qu'on essaye de vous offrir. Et ces 24 heures Daytona, eh bien, on le dit, sont entrés dans la légende pour la 63e édition. C'est la 20e fois que Porsche s'impose, Porsche au sommet. Vraiment, c'est un constructeur qui met toutes les chances de son côté et qui démarre idéalement cette saison 2025, Geoffroy. Ouais, alors je vais d'emblée pondérer un petit peu ce que tu dis. Aïe. Moi, j'avoue que je me suis un peu ennuyé quand même par moment. Je trouve que c'est pas l'édition qui a été la plus fun, la plus animée. Ouais, y a pas eu tant de neutralisation que ça. Il y a pas eu tant Non. de faits de course que ça. On l'avait déjà observé quand il n'y a pas les LMP3 notamment. Voilà, c'est un peu plus fluide. Mais je trouve que c'est pas l'édition qui a été la plus dingue. Après, par contre, effectivement, on a vibré dans le sens où on a eu cette opposition finalement allemande. C'est ce qu'on avait dit dans l'épisode d'avant, mais ça s'est réduit à un match. Enfin, ça s'est pas réduit à ça, mais sur le dernier tiers de l'épreuve, en tout cas, ça s'est réduit à un match BMW Porsche. Progressivement, les constructeurs américains, dans le sens où Cadillac est américain et Acura qui est la branche américaine, les constructeurs purement IMSA ont eu des difficultés et sont descendus dans la hiérarchie. Bon, ça aurait quand même pu se terminer en victoire Acura, finalement. Je sais pas comment on aurait pu l'expliquer. Si C'est vraiment clair. l'Acura, dans le dernier tour, avait pris la tête, ça aurait été compliqué d'expliquer ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est pas l'édition la plus fun et la plus mémorable sur plein de points. Mais par contre, sur l'intensité de la bataille entre BMW et Porsche, là, vraiment, on a eu un truc, on a été servi, quoi. Ah, mais c'est sûr, et puis ça s'est joué dans les dernières minutes, comme d'habitude. Alors, je comprends ce que tu veux dire parce que je l'ai vécu aussi comme ça. En fait, il y a eu très très peu de neutralisation, pas beaucoup de faits de course. Il y en a quand même eu, mine de rien, mais à tel point, je vais vous donner une petite anecdote, mais sur Automoto la chaîne, on fait un résumé après l'épreuve de 24 heures et généralement, en fait, c'est en régie que les choix se font en accord avec les commentateurs. Quels sont les points forts qu'on peut mettre en place, etc. Et on fait un bout à bout, comme on dit. Donc on met le départ, le temps fort, le machin, etc. Et puis on arrive vers, je sais pas, les 2 heures généralement. 2 heures, 2h30 de meilleurs moments et de temps fort pour faire un résumé sur 24 heures, ça va quoi. Là, on était à 1h30 en tirant Ouais. à la ligne. Et parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas eu vraiment de moments mémorables parce que aussi,
Je dirais que j'ai été vraiment agréablement surpris et j'ai vibré parce que je m'attends pas non plus à des éditions de fou. Maintenant, on sait très bien, et je vais peut-être être, comment dire, je vais peut-être exagérer, mais on est sur 23 heures d'attente et 1 heure de compétition à outrance. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un petit peu ça aussi, les règles à l'américaine, parce que on attend toujours le dernier drapeau jaune, le dernier full course yellow pour bien se remettre dans le game, faire le changement de pneu ou pas d'ailleurs, on y reviendra, remettre de l'essence pour aller jusqu'au bout, et puis c'est le sprint final. Donc en fait, je m'attends pas à avoir des courses d'IMSA aussi disputées que les courses à l'européenne, que des courses de WEC ou que des courses de LMS finalement. Donc c'est peut-être pour Bah, ça aussi que voilà, j'ai pas été plus déçu que ça, et au contraire, même j'ai pas été déçu du tout. ouais, non, mais c'est ce qu'on dit souvent, effectivement. Daytona, c'est un sprint d'1 heure à la fin. En fait, c'est une fausse course d'endurance dans le sens où il faut rester dans le Oui, tour de tête. Mais c'est vrai que la principale différence, par exemple, par rapport aux 24 heures du Mans, c'est que aux 24 heures du Mans, si tu perds un tour par rapport à la tête en début d'épreuve, c'est déjà quasiment mort pour espérer la victoire au général. Je parle dans les éditions actuelles où il y a vraiment une grosse compétition pour la victoire au général. oui, À Daytona, bah, c'est pas le cas. Il y a c'est quoi? C'est la Mercedes aussi qui a eu des problèmes dès le début d'épreuve, qui était à 7 tours, qui est revenu dans le tour de tête. Enfin, en fait, les règles qui ne sont plus en place, hein, sauf si je dis des bêtises, mais qui ne sont plus en place en WEC et aux 24 heures du Mans, qui permettent de reprendre un tour. Cette règle-là aux États-Unis, elle est. J'ai entendu d'ailleurs sur l'antenne d'Automoto la chaîne certains ah, commentateurs ou consultants vanter cette, ouais. cette course, ce mode de course à l'américaine. Je t'avoue que je suis un peu partagé moi parce que ça plombe quand même le côté sportif quoi. Ouais. Quand t'as une Eh ben, voiture, en enfin fait, je sais pas. je suis d'accord. Je te laisse finir après. Désolé, et Ah ouais, vas-y, je vas-y, vais vas-y. rebondir. Mais non, mais en fait, je me dis qu'il n'y a pas la prime à la performance pendant un relais, et donc au fait de vouloir prendre 15-20 secondes d'avance, parce que bah, tu vas plus consommer tes pneus, ton essence, ton énergie virtuelle. Au final, tu te tires une balle dans le pied à vouloir finalement te mettre à l'abri et construire ta course. Et donc, je te rejoins. Je suis un petit peu de ma vision d'Européen, un petit peu circonspect sur cet effet-là finalement de ces drapeaux jaunes. Je trouve que c'est bien que ça regroupe les choses. D'un autre côté, ma partie racer, je sais pas comment dire, ou en tout cas ma partie spécialiste endurance européen, fait que je suis quand même frustré de me dire que les pilotes, en fait, ils sont dans une course d'énergie jusqu'à la dernière heure parce qu'ils seront restés dans le tour. Et comme tu disais, Tom Blomqvist, à la fin, qui Ouais. soit en mesure de challenger les Porsche, moi, ça me paraît complètement, Ben oui, comment dire, illogique ben oui. et complètement anachronique, même, je vais même dire, dans une course où on les a pas vus du tout, quoi. Je vais te faire une confidence. Quand on était, bah, c'était cette année, ouais, c'était ça, cette année aux 24 heures du Mans, je bossais du coup pour le site officiel et je m'occupe du résumé de la course. Et à quelques heures de la fin, finalement, tu sais, on a eu ce nombre record de voitures dans le tour à la fin des 24 heures du Mans. Et finalement, la Cadillac, je crois que c'était même Earl Bamber qui était au volant, à un moment prenait la tête au fil du balai des ravitaillements et des arrêts au stand. Finalement, la Cadillac se retrouvait en position potentiellement de gagner. Et Oui, j'ai échangé avec les autres rédacteurs avec lesquels je bosse. Et à un moment, on s'est dit, mais attends, si Cadillac gagne, comment on explique ça, quoi? Parce que, enfin, la voiture n'a pas le rythme. Alors certes, en qualification, on a vu que les Cadillacs, ça allait fort, mais bon, la performance sur un tour, c'est quand même autre chose. Mais en course, c'était, c'est jamais une voiture qu'on a vue vraiment aux avant-postes, et sur le reste de la saison, il y a pas eu de victoire. Enfin, c'est pas, tu vois, c'était assez illogique. Et je me suis dit, là, oui, il est quand même en position de gagner. Et s'il gagne, c'est quoi dans mon article le fil pour expliquer la construction de cette victoire et la logique de cette victoire? Et bon, c'est pas Cadillac qui a gagné, spoiler. Mais tu vois, là, c'est un peu pareil. Je me suis dit, Acura, finalement, ils étaient en position de gagner dans les 15 dernières minutes. Je me suis dit, quand oui. il est passé deuxième, je fais, mais c'est pas possible. Il va y aller, il va aller chercher la première place. Bon, Nasser a quand même tenu devant. Mais ça aurait été, ouais, là, ça aurait été assez illogique parce que on le voit quand même, Porsche a été la force Ouais. dominante de cette course. Ah, Euh, BMW aussi, quand même. Hein. Ouais, mais tu Pas vois, dominant, mais je veux dire, ils ont toujours été dans le match. les Porsche ont quand même mené 517 tours sur 781. Pardon, je sais que ça Oui, fait pas, c'est pas le nombre de tours que tu as en tête qui font la différence, mais quand même, ça pose un peu une course. Et puis on ouais, a c'est clair. au milieu de la nuit, enfin ouais, plutôt au matin, on a
on a vu quand même qu'il y avait les deux Porsche qui étaient en position, qui étaient toutes les deux encore là où les autres constructeurs étaient affaiblis. BM, il n'y avait plus qu'une seule voiture devant. Cadillac et Acura, j'en parle pas. Donc, c'est une victoire assez logique, mais qu'il a fallu aller chercher. Je sais que ça, t'as envie de... Je te lance là-dessus. Sur le fait qu'ils n'ont pas juste récupéré la victoire, mais qu'ils ont été la chercher. Ouais, je trouve aussi. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est un petit peu comme à l'époque d'Audi, par exemple, au 24 heures du Mans. L'histoire et l'idée d'avoir plusieurs voitures et de les avoir toutes qui se battent pour la victoire jusqu'au bout, ben, ça fait qu'on peut avoir différentes stratégies. Et en fait, ce qui explique que Felipe Nasser, dans les derniers instants, ait résisté à Tom Blomqvist sur son Acura, je crois aussi que c'est dû eh bien, au fait qu'il ait eu des pneumatiques un tout petit poil plus neufs que ceux de Matt Campbell. C'est pas grand-chose. Mais dans l'équipage de la Porsche numéro 6, on a tenté un coup en se disant que la track position, la position sur la piste, était plus importante finalement à Daytona que la fraîcheur des pneus. Ouais. Et on s'en est aperçu sur les 4 derniers tours. Campbell, il était holiday on ice, quoi. Vraiment, ça glissait de partout C'est vrai. parce que ces pneumatiques, mais en fait, il les a utilisés dans ce relais, beaucoup plus que dans tous les autres relais. Et donc, je pense que les données qu'on a pu engranger pendant les 23 heures d'attente de cette course, eh ben, n'étaient pas forcément tout à fait adéquats. Et je me dis que c'est là-dessus qu'ils se sont peut-être fait piéger en fait chez Porsche. Mais d'un autre côté, eh ben, comme ils ont deux voitures, ils peuvent se permettre de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Je l'avais dit au micro sur Automoto la chaîne et je le répète ici. Et c'est vrai que c'est ça la force de Porsche, je trouve, contrairement à une équipe BMW qui tout de suite d'emblée en a perdu une, Ouais. qui se battait pour la victoire. Et puis Acura, bon bah pareil, hein, la 93 d'emblée un problème mécanique, donc ils étaient de toute façon on the back foot quoi, comme on dit. De toute façon pour aller chercher la victoire dans les derniers instants, BMW et Acura devaient prendre encore plus de risques. Et je pense que Blomqvist, s'il avait eu 10 minutes de plus, Ouais. il aurait tout tenté pour aller chercher la Porsche, quitte à avoir un contact, comme ce qui s'est passé avec la BMW quoi. En tout cas, je sais que la 3e place de Estre, Jaminet et Matt Campbell, enfin, Kevin Estre en tout cas a dit il a posté un petit truc sur les réseaux sociaux en disant que c'était sa pire 3e place. Enfin, je sais pas comment le dire. C'est clair, c'est Je clair. sais pas comment Et je le suis dire d'accord en avec lui, hein. français, mais en gros, ouais, voilà, le truc le plus frustrant. Et il y a une photo où tu les vois tous les trois où ils sont marqués par l'effort et déçus par cette 3e qui reste un podium à Daytona. C'est quand même un truc de fou, hein. Mais Non, mais c'est génial. Mais quand tu vois, et c'est bien que tu parles de Kevin S, parce que Kevin, il a été champion du monde l'année dernière, on le sait, ouais. il a fait des relais de malade. Ah oui, oui. C'est-à-dire que lui, Ah oui. sur ses relais, à un moment donné, il se rate un peu à la chicane. Ça arrive, beaucoup se sont ratés à cette nouvelle chicane Le Mans, là. Et en l'espace de quoi 3 tours, je pense qu'il rebouche les 5 secondes qu'il avait perdues. Enfin, c'est hallucinant le rythme qu'il a mis, à la fois Mathieu Jaminet, Ouais. à la fois Kevin Estre. Bon, Matt Campbell, il m'a un tout petit poil déçu cette année parce qu'il a été un peu moins performant et constant que d'habitude parce qu'il a fait des petites erreurs. Mais en même temps, ça veut dire aussi qu'on poussait. Et Campbell, je peux pas dire que c'est pas un bon pilote parce que pour moi, c'est Non. un des meilleurs. Mais là, dans cette édition, c'est peut-être lui. Alors, c'est toujours difficile à dire, hein, mais j'aurais bien voulu voir un Mathieu Jaminet dans le dernier relais, quoi. En fait, ouais, l'année dernière, parce que Porsche avait déjà gagné l'année dernière à Daytona, c'était Matt Campbell et Felipe Nasser qui avaient été décisifs, qui avaient vraiment fait le taf sur la voiture qui avait gagné, où ils étaient associés à... Ah, c'était pas Newgarden, oui, on est d'accord. À Dan Cameron et Joseph Newgarden, non, clairement. Ouais, parce qu'il avait un temps de roulage qui était réduit, hein. Il avait fait 3 tours. Non, je rigole. Mais non, mais il avait pas beaucoup roulé. Et du coup, voilà, Matt Campbell, un mec qui est, comme tu dis, qui a un palmarès incroyable et qui a justement, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est dans ce programme Porsche 963 depuis le début, qui a cette réputation de solidité et de peu d'erreurs et de consistance, tu vois. Et là, ouais, clairement, bon, on est en train de chipoter parce que si on... Mais ça reste un podium, je suis d'accord. Voilà, et si on se tourne vers les données du B-Pilar, il reste quand même dans le top 10 des pilotes les plus constants sur la durée d'un relais. Attends, mais effectivement, c'est pareil, meilleur tour. Ouais. 36-0 hein, quand même. Je crois que le meilleur tour en course, ça a été la propriété de Sheldon van der Linde sur la BMW en 35-8, si je dis pas de bêtises. Et le chrono de Campbell, tu vois, 36-0. Mais ça joue pas sur un tour, comme tu dis. C'est sur la constance d'un relais. C'était un peu plus le maillon faible de cet équipage cette année, s'il faut en trouver un. Voilà, c'est vachement dur de dire ça. Hein. Mais en tout cas, c'était le moins en vue. Après, en rythme... Nasser ou Tandy par exemple ont été moins bons, donc tu vois, c'est juste que je sais pas, il y a eu des erreurs, il y a eu plusieurs erreurs et finalement elles ont peut-être fait la différence ou elles ont, je sais pas,
Je comprends, mais alors là, moi, en tout cas, ce que je voulais dire et ce que je vais souligner, c'est que si j'ai été un tout petit peu déçu de Campbell, franchement, je mets tous les guillemets possibles parce que vraiment, j'apprécie beaucoup ce pilote, je veux dire, au niveau de son rythme et au niveau de ce qu'il nous propose d'habitude. Mm. Je suis déçu aussi parce que il y avait deux Français sur la voiture et que je me disais que ça pouvait faire les 10e et 11e vainqueurs à Daytona au général. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Mais c'est surtout que Felipe Nasser, il a été incroyable. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, même en ayant ces pneumatiques qui étaient plus neufs, donc il avait un petit avantage, c'était pas gagné hein, d'aller chercher Matt Campbell. On l'a vu d'ailleurs, hein. Les deux, en fait, étaient sur un fil. Et moi, je me suis mis à la place de Roger Penske et des ingénieurs, surtout des deux voitures. Qu'est-ce que tu dis là? Au moment où tu te bats pour la victoire, on sait que la BMW de Dries Vanthoor a été mise Ouais. hors d'état de nuire, si je puis dire. Ouais, il On s'est mis y tout seul. reviendra. Il s'y est mis tout seul, Ah mais ouais. ouais. Mm. Ah, je suis tellement déçu de ce qui s'est passé, mais bon, bref, BMW était dans le coup. Et ensuite, on a un Tom Blomqvist. Donc en fait, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu figes les positions? Ce que Matt Campbell et les deux Français auraient bien peut-être souhaité, même s'ils sont des racers et qu'ils aiment bien, mais enfin bon, aller chercher la Rolex, c'est quand même quelque chose d'important. Et dans la position de Felipe Nasser, tu sais que tu as un petit avantage, mais pour doubler dans l'infield, c'est impossible. Donc il faut trouver des solutions pour surprendre son adversaire, qui est Matt Campbell. Eh ben, moi, je dis que cette 20e victoire à Daytona de Porsche, c'est quand même en grande partie, encore une fois après l'année dernière, une super prestation de Felipe Nasser, quoi. Après, je pense quand même qu'il y a dû y avoir un briefing d'avant-course qui était si vous vous retrouvez ensemble, protégez-vous les uns les autres. Et, Hmm. Ouais, mais tu vois, là, et aussi. protégé à la fin, hein, c'était pas Ouais, le cas, mais hein. je pense qu'il y a quand même cette. C'est des grands garçons, mais il faut quand même souvent leur rappeler le but global de l'équipe. Et donc, je pense que Roger Penske a dû dire cette notion de protection et aussi cette notion de ne soyez pas bêtes. Et s'il y en a un qui a plus de potentiel dans ses pneumatiques que l'autre, en gros, let him go. Enfin, tu vois, laissez-le passer. Et Ouais, ça mais non, mais sert. attends, oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu un briefing comme ça, mais attends, quand t'es à la place de Campbell, tu veux pas la lâcher ta première place, hein. Ouais, je sais, mais je pense qu'il s'est rendu compte que de toute façon, il allait pas y arriver. Et Ouais. que, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque son pote pendant. Il bloque son équipier pendant 10 tours, et au risque que du coup, ça revienne et qu'il perde tout. Ou alors, est-ce qu'il. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas trop comment ça s'est passé. J'espère qu'on aura les coulisses un jour et que on pourra les solliciter d'ailleurs, les pilotes hein, qui nous racontent un peu ça. Ben oui, on va faire un endurance club avec les pilotes Porsche, tiens, pourquoi pas? Ouais, mais en tout cas, On ouais, va se voilà. mettre à parler anglais. Et alors bon, transitionnons peut-être sur l'autre constructeur allemand de cette Non! édition. Ah non, non, non. Ah non? Non, monsieur. Ah bon? Non. Ah non. Ah non. T'as Bon. vu, j'ai fait la petite réflexion en disant on va parler anglais, etc. On va parler du Grammil de l'endurance. Ah Moi, oui. j'ai envie de l'appeler comme ça. Attends, Nick Tandy, 4 victoires dans les 4 classiques de 24 heures. C'est quand même du jamais vu. Est-ce qu'il aurait pas, allez, je vais parler de Grammil, un petit peu créé sa légende déjà? Bon, ça fait un petit moment, mais créer un nouveau trophée? Ah bah pour moi, clairement. Hein. Pour moi, clairement, ça ne s'est jamais fait. Ce qui est marrant, c'est que, enfin, sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas avoir entendu avant le départ des 24 heures de Daytona quelqu'un dire que c'était possible que Nick Tandy Non, fasse donc. j'en étais pas du tout conscient. Ouais, voilà, Ah c'est mais non, ça, pas du tout. ça sort d'un truc Attends, quoi. il a gagné Le Mans en 2015 avec Ouais, Porsche, il a gagné le Nürburgring les 24 heures, c'était en 2018 avec ouais, Manthey, ouais. donc Porsche. Il a gagné Spa en 2020, 2020 avec Rovet, avec Porsche. Porsche. Et donc là, il gagne les 24 heures de Daytona. Punaise, c'est quand même fou ce qu'il a réussi à faire finalement. Alors pourtant, c'est pas le pilote que j'apprécie le plus parce que je trouve Ah, qu'il est parfois un peu brouillon et que, ah, si, ah, bah, je te le dis, et qu'il est sur la bonne voiture au bon moment et que, voilà, il fait du bon boulot. Mais attends, à un moment donné, quand même, on en parle de l'arrêt au stand de la 7 qui veut repartir, qui remet gaz, donc c'est Nick Tandy, alors qu'on lui avait fait signe et que vraiment je suis témoin que le mécanicien disait stop, au moment où la Porsche numéro 6 arrive. Tu t'imagines que 10 heures avant l'arrivée, ou même 12, les deux auraient pu se neutraliser dans les stands à se percuter, quoi. disons que Nick Tandy a son petit côté explosif. Il a son tempérament. Voilà. Il a son univers. Bon, Il a son univers latin alors que c'est un Britannique. ouais, non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Moi, j'aime beaucoup Nick Tandy pour plusieurs raisons. Euh, Parce que, bon, déjà, bon pilote, voilà, on voit le palmarès qu'il a maintenant et avoir gagné les 4 grandes épreuves de 24 heures, c'est assez fou. Et puis, on en a parlé un petit peu avant de lancer l'épisode, mais c'est un peu la blague. Mais toi, je sais que tu différencies
l'homme du pilote, c'est pour faire la blague, tu sais, l'homme de l'artiste. Moi, j'associe les deux parce que c'est un mec qui, en dehors d'un volant, est incroyable. C'est le mec que t'aimerais avoir en pote parce qu'il est tout le temps en train de se marrer. Je l'avais déjà raconté, je crois, dans un épisode ici, mais moi, j'ai des souvenirs de le voir. À chaque fois que j'ai fait la parade des pilotes, je crois que je l'ai vu boire une bière. La veille du départ des 24 heures du Mans, quoi. C'est pas tous les pilotes qui le font, je vous le garantis. Non. À faire des courses aussi, il y a des archives là-dessus, je crois que c'est avec Taylor, à faire des courses de voitures télécommandées sur la ligne droite des stands au Mans. Enfin, c'est un bon vivant. Il y a peut-être ce côté un peu gaulois que j'aime bien, mais tu vois, c'est un bon vivant, un mec qui rigole et qui en plus derrière le volant fait des trucs de dingue. Donc ouais, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un pilote complet. Après ouais, je suis d'accord. C'est l'école Porsche Cup aussi, hein, les mecs, voilà. Ouais, ouais. C'est du Earl Bamber, c'est du Kevin Estre, du Niki Team. C'est clair. C'est des gars qui aiment le contact et qui ont rien contre des fois ouais, mettre un grand coup de gaz quand il faut pas ou ouais, il est Non, forcément mais clivant quoi. alors, moi non plus, j'ai rien contrôlé. Et je te dis, c'est pour ça qu'on rigolait, mais je différencie vraiment l'homme du pilote parce que moi aussi, pendant la parade, c'est un des meilleurs clients. Ah ouais, Franchement, t'as les ouais. pilotes français parce que je suis dans la parade et j'ai la chance depuis quelques années, grâce à la CO et encore merci à eux, de pouvoir interviewer tous les pilotes, hein, franchement, ou quasiment tous, ceux qui veulent me répondre en tout cas pendant la parade. Et c'est vrai que Nick Tandy, il a toujours le smile et la banane et ça me touche vraiment parce que c'est un vrai passionné et il est super. Maintenant, je différencie ça des petites cagades qu'il nous fait en piste. Alors, le vrai, comment dire, atout de ce qu'il a, c'est que les conneries qu'il fait, c'est pas pendant la course. En fait, il les fait souvent en essai. Et tu vas me dire, bah oui, bah c'est là où tu testes les limites, hein. Marc Marquez à moto, il chute beaucoup en essai et on revient pas sur son talent. Donc, tu vois, il en a encore refait une là, cette semaine avec la Porsche. Il l'a sorti. Je me souviens de plusieurs petites sorties de Nick Tandy. Bah oui, mais toujours est-il que pendant la course, c'est vrai que il arrive à peut-être un tout petit peu mettre le curseur moins haut et se calmer. Mais bravo à lui. Enfin voilà, je voulais le citer parce que Mhm. Nick Tandy, quand même, vainqueur des 4 courses de 24 heures qui comptent dans la carrière d'un pilote, c'est pas donné à tout le Une monde, hein. Il avait de déjà gagné à Daytona, mais c'était en catégorie, en GTLM, donc ça comptait moins. une de ses plus belles sorties, c'est les 6 heures de Spa-Francorchamps 2015 avec la Ah, 919 hybride. eh oui. Tiens, juste avant Le Mans. C'est juste avant Le Mans, ouais, et donc c'est de mémoire, c'est la première course de Kevin Estre chez Porsche en GT, je crois, hein. Ouais. Et ouais, Nick Tandy il placarde la 919, donc là tout le monde se dit mais ça c'est vraiment, enfin ça va aller nulle part, hein. Aux 24 heures du Mans, Tandy, Bamber qui est un bon client de la Porsche Cup aussi, Hülkenberg Non, mais qu'on qui connaissait arrive pas. de la Formule 1, enfin, il est Ah, éclaté mais cet personne ne équipage. l'attendait. Ouais, ouais. Ouais, alors bon, c'est facile de refaire le match 10 ans après, mais moi je me souviens défendre cet équipage et dire qu'il fallait l'attendre Ah bon? parce que moi j'ai toujours beaucoup aimé Earl Bamber, donc et Ah tu, bah voilà, bah, ça tu y est, commences à avoir le d'accord. profil des pilotes que j'aime bien, hein. Earl Bamber, Bah Nick oui, Tandy, tu vois. Après Hülkenberg, Niki moi Team. ça me faisait pas grand chose d'avoir un pilote de Formule 1 débarquer, tu vois. C'est pas un truc qui joue sur moi. J'ai jamais été fan de l'épopée avec Fernando Alonso non plus. Ça me fait pas grand chose l'effet F1 sur un équipage, mais par contre, je m'attendais à avoir de bonnes choses pour les mecs, pour Bamber et Tandy, parce que ils ont rongé leurs freins dans les formules de promotion en GT, des années en Cup. Moi, j'adorais regarder la Carrera Cup, et donc je me disais, ils vont forcément saisir cette opportunité. Bon, après, c'est pas que au pilotage que ça s'est joué 2015, hein, c'est aussi aux conditions fraîches, etc. Mais comme tu dis, c'était la première d'une série de 4, et maintenant, il a gagné les 4 courses de 24 heures. Bah, qui peut s'asseoir à sa table et dire qu'il a fait pareil? Bah, personne, quoi. C'est incroyable. C'est clair. Bravo à lui. Et tu parles de conditions fraîches. Ben voilà, du coup, je fais la Ouais, transition. c'est C'est vrai vrai. que cette édition de Daytona était pas la plus fraîche parce que je me souviens de mémoire en 2021, il me semble, où on avait des températures quasiment négatives, Ah hein, ouais. dans ce mois de janvier. Là, c'était quand même frais et j'ai trouvé que la mise en température des pneus pour Porsche était très compliquée, au contraire de BMW ou même de Cadillac, tu vois, où on avait peut-être un petit peu mieux compris. Parlons de BMW Ah justement oui. parce qu'ils signent la pole avec Dries Vanthoor. Ils font un super travail. Alors même si Dries Vanthoor, il a eu le meilleur et quasiment le pire parce que premier arrêt au stand, on rappelle qu'il manque de s'emplafonner dans le mur ou Oui, oui, pas? oui, on peut le dire, ouais. Ça arrive. Bah, c'est du Dries Vanthoor, quoi. Donc bon. Ah mais c'est ça qui est dommage parce que alors lui pour le coup j'aime beaucoup son coup de volant mais il va y avoir ah là là toujours le petit truc qui va mettre Ah oui, le grain de mais sable dans la tu machine. sais, c'est Ah comme. Alors, je me risque à un parallèle, mais
je sais pas, tu sais, c'est comme si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais je me lance dans un parallèle avec le vin, tu vois. C'est comme si, je sais pas, t'aimes bien un vin, mais tu fais ah oui, je sais pas, en fait, je sais pas, je le trouve un peu trop âpre ou j'aime pas tel goût. Ok, bah attends, essaye plutôt telle autre appellation et tu vas voir, tu vas préférer. Bah, si t'as un peu de mal avec Dries Vantore, essaye Lorenz Vantore et tu verras, tout se passera beaucoup mieux. C'est pas mal. C'est vrai que Lorenz Ah Vantore, quand oui, même, il gagne cette course. coup de volant Alors que, peut-être moins voilà. incisif, Mm. moins spectaculaire, mais beaucoup plus efficace. Et par contre, quand tu regardes les données brutes, hein, j'allais dire, des relais qui ont été faits, Dries Vantore, meilleur temps sur un relais en 37,6, Mhm, meilleur temps quasiment de la course, je te dis, sauf Sheldon van der Linde, mais à 35,9. mhm. Lorenz Vantore, deuxième de cette liste, avec un temps moyen dans un relais de 37,8, donc 2 dixièmes seulement de lâcher. Et 36,2 de meilleur tour, donc c'est pas le meilleur tour en course pour Lorenz Vantore, mais voilà, sur l'ensemble d'un relais, les deux frères Vantore, on pourra le dire, ont été aux première et deuxième position de cette course de Daytona. Bon, Dries Vantore, on va quand même le souligner. Pourquoi BMW perd cette course? Alors, je pense que c'était un peu juste pour aller chercher la victoire, quoique, mais par contre, ouais, ça s'est joué dans la dernière demi-heure, on va dire, ou un petit peu plus, Mhm. les dernières 45 minutes, où bah, dans le trafic, ça a vraiment été la clé, hein. On sait qu'il y avait beaucoup de voitures, alors un petit peu moins quand même à la fin. C'était une course d'attrition, moi j'ai trouvé, il y a eu beaucoup d'abandons. Oui. Mais là, il essaye de prendre l'avantage sur Calado, qui est pas un amateur, hein, évidemment, qui lui roulait en GT. Et là, le contact qui fait que la voiture perd complètement son équilibre, quoi. Bah ouais, là, au niveau de la carrosserie, ça commence à vibrer. Il y a un plan où effectivement il est dans la ligne droite du retour, de l'autre côté, là, la back straight, et on voit clairement le capot qui commence à vibrer. Et là, tu te dis, bah, je sais que toi, tu l'as vu en commentant à l'antenne. Oui, mais alors attends, C'est je l'ai mort, quoi, vu au ça se sent. commentaire, mais alors, petite anecdote quand même, on était en pub à ce moment-là. Et nous, pendant la pub, on a la chance d'avoir encore les images. Et je regarde, on est en caméra embarquée avec Vantore, en direct, hein, et je le vois, et là, il plonge dans le virage, et putain, ça tape. Et je dis, oh, dis donc, ça y est, c'est bon, les hostilités sont lancées, on est prêt à tout, et on va aller jusqu'au contact pour revenir sur la Porsche, là. En l'occurrence, je crois que c'était la 6 qui était devant. Mhm. Et image suivante, tu en parles, dans la ligne droite arrière. Et là, je vois la voiture bouger. Je dis, mais attends, mais le tour d'avant, ça bougeait comme ça. Et je commence à me dire, mais non, mais le con, il a cassé la Ah caisse. ouais. Et je le vois instantanément. Et je le dis du coup après au micro quand on reprend. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ça s'est pas joué à grand-chose. Honnêtement, on peut pas l'enfoncer, Dries Vantore. Le petit contact qu'il a, il y en a peut-être eu 10 dans la course similaire ou semblable. Bah oui, mais celui-là, c'est celui qui va coûter la victoire. Après, ce qui est dommage, c'est que du coup, on n'a pas eu ce match Dries Vantore versus Felipe Nasser qui, je sais pas s'il aurait forcément tourné à l'avantage de Felipe Nasser. En tout cas, comme tu l'as dit, le Brésilien, il était quand même très en forme et ouais, j'ai quand même le sentiment que les Porsche étaient un cran au-dessus. Mais, Oui. j'aurais bien aimé avoir un affrontement final. Tu vois, on a attendu 23 heures, un peu plus même, parce que le restart était à une demi-heure de la fin, je crois. Et voilà, on a Ouais, été comme privé de cet souvent. emballage final. On en a eu un semi avec la Acura qui finalement termine deuxième quand même, avec Rosenquist, Blomqvist, Dixon et Brown, mais ouais, je me suis moins pris. J'attendais la BM. En fait, pour tout te dire, je pense pas être un. Si, je suis un fan BM. J'allais dire, je pense pas être. Ah, Si, bon, j'adore d'accord. BM en fait. Non, mais j'adore toutes les équipes donc. Non, mais j'aurais aimé avoir une. J'aurais trouvé ça beau d'avoir une victoire BM. Euh, Ah oui, ah bah moi aussi, et surtout qu'on l'avait évoqué, j'étais plutôt content de voir le déroulé de la course et de me dire, bon, bah, dans l'Endurance Club, Ouais, finalement, on dit pas on que n'a des pas dit trop conneries. de bêtises parce que ça partait de loin quand même, hein, cette BMW. On se souvient que l'année dernière, c'était pas non plus super enthousiasmant. Moi, j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est une bonne explication, mais je me dis quand même que le fait d'engranger des informations à la fois en IMSA et en WEC avec WRT qui est dans l'exploitation de la voiture en championnat du monde et avec RLL qui pour moi était moins efficace, mais là, preuve en est, ça a été solide. Bah, le fait d'engranger toutes ces données, ça fait progresser la voiture. Moi, je trouve vraiment que, je sais pas si c'est pas WRT, j'en sais rien, je suis très, j'allais dire patriote, non, mais je suis très fan de cette équipe belge. Mais je me dis quand même que voilà, BMW, ça y est, elle touche du doigt peut-être quelque chose. Et moi aussi, j'ai la sensation il y a un truc qui a été trouvé en termes d'équipage où, tu Ah oui, sais, aussi. Marcello notamment, et même Dries Vantore d'ailleurs, hein, était nouveau en prototype en fait. Cette aventure BM en GTP et en hypercar, c'est leur grand début à eux en endurance prototype. Alors je crois que Marcello et Vantore avaient fait une
une participation au Mans à l'MP2 ou un truc comme ça, mais vous me comprenez, quoi. Mm. Hein, c'est vraiment une nouvelle épopée pour eux. Et du coup, je pense qu'ils avaient quand même une année ou je sais pas ou combien de courses, mais peut-être qu'ils se sont un peu cherchés, ils ont essayé de trouver leur positionnement. Et là, j'ai vu que on a Dries Vanthoor et Kevin Magnussen, on va peut-être en parler un peu, qui sont clairement les artificiers, les mecs qu'on va rechercher sur la perf sur un tour, sur déconnecter le cerveau, ça ils savent faire les deux. Mais tu vois, aller chercher vraiment le dernier dixième et être flamboyant. On a Philippe Eng qui m'a pas fait rêver, mais qui a fait le taf. J'ai vu pendant, Ah, il est pendant, toujours solide. pendant très longtemps, il y avait 25 ou 30 secondes d'écart par rapport à la tête, où c'était par exemple Estre ou Jaminet au volant. Il tenait l'écart, donc réussir à rouler dans le même rythme que ce genre de garçon, c'est quand même pas mal. Et puis t'as Marcello qui a fait plus d'erreurs récemment, je trouve, on en a déjà parlé. Mais qui là, voilà, a fait son boulot, a fait ses relais, a été solide. Enfin, ils ont trouvé leur équilibre, je trouve, à tous les quatre. Eh ben, t'as raison. C'est vrai que moi, l'année dernière, ce que je trouvais un petit peu délicat chez BMW, c'était la présence de Niki Eloli et de Connor De Philippi. J'ai rien contre eux, humainement, je les connais pas. Mais oui, je trouvais Mais que c'était un peu carrément. moins bon. Et, Mais oui. et c'est vrai que... Ah bah oui. Ah bah non, mais voilà, c'était Ah oui, vraiment oui. pas du tout du niveau. Et là, c'est vrai que quand t'as des équipages, mais même dans la 25, hein, Rast, Fringe, Van der Linde, et avec un tout petit bémol, Wittmann, parce que lui, en caisse à porte, j'allais dire, en tourisme, c'est du solide. Marco Wittmann, champion de DTM. Je trouve que dans l'hypercar, il est moins bon. Enfin, dans la LMDH, Mais il est moins au rendez-vous. D'ailleurs, on le voit pas dans la première partie du B-Pilar, hein, et c'est pas un hasard. Donc, ouais, je trouve vraiment que pour moi, il y a un pour moi, la ouais, 24 a problème. Ouais. trouvé cet équilibre alors que pourtant, quand t'as du Dries Vanthoor et du Magnussen dans ta bagnole, on pourrait se dire que t'as vraiment fait une addition de personnalité et que t'as complètement loupé le côté team, tu vois, équipe, Hum, fraternité. hum. Enfin, ça fait vraiment addition Et bah, de Philippe grands noms, Eng est quoi. là. Et ben Ah oui, finalement, mais ouais. je trouve que la mayonnaise, elle prend super bien et que les quatre ont une vraie complémentarité. Faudra voir comment ça va se passer en WEC et notamment en 24 heures du Mans où ils seront que 3 et pas 4. Mais sur la 25, il n'y a pas encore ce truc-là, je trouve, en tout cas un peu moins Non, peut-être. Bon, je dis ça aussi parce que eux, ils ont tout de suite perdu du temps et qu'on les a moins vus, mais en tout cas, sur la 24, il y a cette vraie cohésion et chacun a son rôle. Et ça, c'est hyper important. Hein. Tu sais qu'il y en a un, il va être dédié au qualif. Tu sais qu'il y en a un, on va pas lui demander une grosse perf. Tu sais, ça me fait penser à. hum. Je fais un parallèle, je sais que ça, tu vas bien aimer, mais c'est notre point Iron Dames qu'on fait peut-être dans tous les épisodes. Mais tu Ah, sais, c'est pareil aussi, les filles, elles en ont souvent parlé. C'est bien, c'est rassurant de chacun avoir son rôle. Sarah Bovy, quand elle était pilote bronze pendant longtemps, elle savait qu'on n'allait pas lui demander de faire la meilleure performance possible. Il fallait qu'elle soit la, entre guillemets, qu'elle vise à être la meilleure pilote bronze. Et déjà, si elle fait ça, ben, il y a de fortes chances de gagner la catégorie, en fait. Donc, c'est c'est vrai. hyper agréable quand tu as cette définition de ton rôle et que tu sais ce que tu dois aller chercher. Et je pense que chez BM, c'est vraiment ce qu'ils ont trouvé là. Et Ouais, que chez intéressant. Porsche, ils ont Vraiment. déjà ça depuis des années, hein, beaucoup plus. Ah bah oui, et puis là c'est vrai qu'ils ont remanié l'équipage et honnêtement ça a été fort parce que les deux Porsche, je le dis, hein, justement, je le répète, étaient au rendez-vous pour la victoire quand même, c'est le seul constructeur à avoir fait ça jusqu'au bout. Voilà. Et du coup, c'est ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est la première victoire d'un équipage à 3 pilotes seulement depuis 2018. Ah c'est Il vrai, y en a pas c'est eu, il y en vrai, a pas eu j'avais beaucoup, pas hein. Il y en noté a pas ça. eu beaucoup des victoires à 3 pilotes. Il y en avait une autre en 2014, je le sais parce que j'y étais avec Bourdet, Barbosa et Fittipaldi. Mais Ouais, c'est rare des victoires à 3 pilotes, pas tant que ça, je pense, dans l'histoire. ouais, non, on est d'accord. En tout cas récemment, Ouais, dans ouais, l'histoire ouais. récente, en effet. Bourdet, tiens, on va en reparler justement, pas parce qu'on va passer à Cadillac, mais parce qu'il a fait encore une fois du Sébastien. Bravo, bravo Sébastien. Il écoutera pas l'épisode, j'imagine, d'Endurance Club, mais vous pourrez lui dire, voilà, que vraiment il est toujours enthousiasmant. Cadillac, c'est l'ancienne équipe de Sébastien Bourdet en IMSA. Il sera toujours chez Cadillac, rassurez-vous, en WEC cette année, hein, évidemment, avec Jota. Moi, j'ai trouvé que c'était une des déceptions. Parce que en termes de rythme, surtout quand il y avait des températures fraîches dans la nuit, ils ont été là. Mais il y a eu problème encore de fiabilité. Hein. C'est vrai que l'année dernière, on se disait ah c'est peut-être Chip Ganassi qui prépare pas les voitures spécialement, etc. Bah là, il y a eu rupture de suspension pour l'équipe Action Express Racing. Et puis bon, on l'a dit, ça n'a jamais été vraiment dans le rythme.
Et malheureusement, aïe aïe aïe, accident pour la 40 avec Louis Delettra qui en fait pas beaucoup, hein, des erreurs, mais alors là il nous a offert un Big One. J'avais jamais vu ça en IMSA, un Big One avec combien 6 voitures je crois impliquées, et d'ailleurs les leaders de la catégorie GTD Pro, des leaders de la catégorie LMP2, et puis ben évidemment cette Cadillac numéro 40 du Wayne Taylor qui ne sera pas allé plus loin, mais pourtant elle nous a enthousiasmé avec Kobayashi dans la voiture qui nous a fait Ouais, un festival, ouais. et puis Louis Delettra qui se fait piéger sur une relance avec des pneus froids. Ouais, c'était bien beau le crash. Non, je plaisante parce que bon, c'est jamais beau. Mais oui, c'était un sacré crash. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs problèmes de suspension, donc chez Cadillac et chez Acura aussi. C'est assez surprenant parce Ouais. que, alors, qu'il y ait des problèmes de suspension, d'éléments mécaniques qui cassent, ça c'est pas surprenant parce que c'est Daytona et c'est un circuit qui est très cassant. Et en plus, toujours cet enchaînement infield banking fait que les voitures sont mises à rude épreuve. La chicane Le Mans, je n'en Et parle même puis, pas. exactement. Ouais, non mais Exactement, c'est. parce que là, il y a quand même des nouveaux vibreurs, et ces vibreurs, ils étaient Mais agressifs, tu hein. sais que, enfin, cette chicane Le Mans, j'ai l'impression que c'est un truc. Ça revient peut-être tous les 4 ou 5 ans. Mais c'est toujours une zone qui est problématique. Moi, j'ai un souvenir d'un Daytona il y a peut-être ouais, 6-7 ans, je sais plus. Où, tu sais, t'es en début de semaine, avant la course, hein, je veux dire. Et donc, moi, tu vas sur Twitter, machin, tu regardes un peu. T'as les pilotes qui commencent à poster des images. Et je me souviens de Jordan Taylor ou d'autres pilotes qui disent, mais on va pas rouler là-dessus quand même. Et donc, il y avait eu de nouveaux vibreurs. Et les pilotes se disaient, non, mais attendez, c'est beaucoup trop dangereux. Des trucs tranchants, tu vois, qui font 70 cm de haut. Enfin, j'exagère, mais vraiment un truc complètement aberrant. Ouais. Et là, c'est pareil, ça redevient un sujet parce que ça a été surfacé partout, parce que nouveau vibreur. Enfin, ils arrivent pas à avoir un truc qui soit consistant dans la durée et qui soit voilà où les pilotes ont un repère. Ça change d'année en année, j'ai l'impression. Donc ouais, voilà, il y a eu. Donc moi, je voulais dire, il y a eu les casses. C'est pas si surprenant parce que le circuit est quand même très cassant, un peu comme C'est vrai. Sebring d'une autre manière. Mais par contre, bah, je pensais quand même qu'en GTP, c'était des choses qui étaient fiabilisé, quoi. Tu vois, une case de suspension chez Lamborghini, ça m'aurait moins surpris. Mais chez Cadillac et chez Oui. Acura, c'est plus surprenant. Bah ouais, et puis bah, moi, c'est sur l'histoire récente, j'ai pas eu souvenir Non, qu'il y avait non, ce non, type de problème-là chez Cadillac, non, hein. non. Est-ce qu'ils ont essayé Donc, d'optimiser une pièce en termes de poids ou ouais. changement de fournisseur ou c'est la malchance ou c'est l'excès de vibreur, je sais pas. Ouais, c'est possible parce que, en tout cas, on a vu de belles prestations de Felipe Drugovich, de Frédéric Vesti aussi, hein. Oui, C'est oui, sur lui que c'est oui. tombé, malheureusement. Il s'est fait une belle frayeur, hein, quand il est allé toucher le mur à l'extérieur, parce que ça s'est en plus passé sur le banking, évidemment, à quasiment la vitesse maximale. Il s'en est vraiment bien sorti, heureusement. Mais oui, peut-être que ces jeunes pilotes, justement, ont envie aussi de bien faire, parce qu'ils s'adaptent à l'endurance. Là, ça fait peu de temps, finalement, qu'ils y sont. Vesti et Drugovich ont fait quoi, une saison en ELMS, hein. L'un chez Vector Sport et l'autre chez Cool Racing, mais ils n'ont pas plus d'expérience que ça. Et moi, j'ai trouvé que Vesti, vice-champion de Formule 2 derrière Théo Pourchaire, était plutôt bien, voilà, dans son rôle chez Cadillac. Ouais, non, je suis d'accord. Écoute, je t'avoue que j'ai moins suivi sa course. J'ai moins vu. Ça s'est beaucoup passé de nuit, Bah, en fait, c'est j'avoue. ça. Moi, je l'ai bien En fait, suivi, hein. c'est ça. C'est qu'à un moment, chacun on a notre rythme et que je n'ai pas vu. Non, mais genre, on en plaisantait aussi tout à l'heure, mais moi, j'ai pas vu Marcello au volant, par exemple. L'animation. Kobayashi, j'ai vu qu'il a été animateur aussi un peu de la course et qu'il a fait un beau Incroyable. dépassement, mais je l'ai pas vu en direct. Enfin, il y a tout un pan de la course où, bah, notamment où les Cadillac et les Acura étaient plutôt en forme. Je ne l'ai pas vu, ce pan de la course. Donc, ouais. Ah bah la Coura à la fin qui était en Oui, forme, ça, on oui, l'a vu quand même, oui, hein. ça va. Mais Ça, c'était c'était. vraiment en trompe-l'œil. Enfin, tu vois, on en a parlé, hein, mais vraiment, ça aurait été bizarre que Akura s'impose, quoi. Putain, en plus, 2 ans Ouais, je suis après le d'accord. succès, enfin bref, non, ça aurait pas été bon. Ouais. Ah oui, c'est clair, avec Meyershank, Mm. avec les pneumatiques. En tout cas, ils ont été très forts pour faire chauffer les pneus encore, hein, à Acura. J'espère qu'on va pas entendre une autre information de ce type. Bon, Lamborghini, on passe rapidement. Malheureusement, une seule SC63 engagée et problème de surchauffe. Donc voilà, pas grand-chose à dire malheureusement, à part que on est déçu, hein, pour cet équipage avec Bortolotti, Kvyat, Mortara et Romain Grosjean qui est assez rapidement, je dirais, rentré chez lui, hein, je pense. Lamborghini, on l'a déjà dit, Ouais, hein, rien. c'est ouais, non, c'est la mauvaise Bon, surprise. d'accord. Ça va être long, je pense, cette saison pour eux parce qu'ils font que les courses longues, ils font que les courses d'endurance et bah, déjà à Daytona,
une aussi mauvaise performance. On n'a pas eu l'occasion de... Est-ce que c'est pas dû, Ouais. tu sais, au changement d'exploitation? Alors, je sais que c'est un problème de surchauffe et que c'est un problème mécanique, mais c'est quand même aussi une des premières fois, je crois, qu'il y ait ce type de Ouais. souci. Quand c'était Iron Lynx qui était à l'exploitation, il n'y avait pas ce type de problème-là. Je sais pas, est-ce que c'est encore un souci de jeunesse? Ah bah, Je saurais pas dire. changer d'équipe d'exploitation alors que le programme est déjà lancé et en plus réduire le nombre de courses, on l'a déjà dit, Lamborghini, ils enchaînent les décisions qui sont totalement contre-productives. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire de pire maintenant? Attends. Changer les pilotes? Tiens, ça pourrait être ça Voilà. pourrait être bien ça. D'ici Le Mans, ah bah non, ça roulera peut-être pas au Mans. Mais d'ici la prochaine course d'endurance, d'ici Sebring, tiens. Euh, 2 pilotes sur les 4 qui sont changés, tiens. Alors là, ça serait nickel, Voilà. vraiment. Ça serait T'enlèves ceux parfait, qui ça sont serait depuis le début, t'enlèves Bortolotti, et Voilà. puis Caldarelli, ou tu mets, ouais, ou je sais pas, ou Romain Grosjean, tiens, hop, il sort du truc, et Ah non! voilà. Ah non! Bon, il pourrait. Je dis non, Ouais, monsieur. bah, si, moi je serais content pour lui s'il pouvait aller chercher un volant ailleurs, hein. Franchement, Ah, j'ai ça l'impression d'accord. qu'il a un attachement à ce projet et c'est tout à son honneur. Et j'avais eu l'occasion, le bonheur d'échanger avec lui l'année dernière au Mans, alors qu'il était sans doute la personne la plus demandée pendant la semaine avant le départ, mais il Oui. m'avait accordé un peu de temps. Et je sens qu'il a un sincère attachement à ce projet Lamborghini. Et j'avoue que moi aussi j'aime beaucoup. Mais s'il peut chasser un Ouais, pas volant dans ces ailleurs, conditions-là, ça quoi. serait bien. Pas chez Peugeot, mais. Ouais. Hmm. C'est clair, ça serait pas mal. Oh bah je sais pas, si Peugeot le veut, ça pourrait peut-être Non, non. Non, fonctionner, je apparemment, sais non, pas, ils le mais veulent pas, non, apparemment. Donc, non. d'accord. Bon, ok. On va pas aller chercher plus loin. En tout cas, il y en a un qui est bien demandé et qui bah, est encore tout frais à quoi, 45, bientôt 46 ans. C'est Sébastien Bourdet en LMP2, victoire de Tower Motorsport. C'est pas que grâce à lui, mais enfin franchement, quel équipage avec Van Neutert, avec Alvarez et puis le propriétaire évidemment qui roule aussi, John Farano. Vraiment exceptionnelle performance. Il aura su rester dans les échappements de ses deux adversaires, Mathias Bech et Paul Louchatin, jusqu'au bout. Ils se sont neutralisés en fait juste devant lui et la mer s'est ouverte devant Sébastien Bourdet qui ne se voyait pas rester sur son canapé. Il a bien fait hein, parce que c'est vrai que là le fait que le programme Chip Ganassi s'arrête en GTP Mhm. fait qu'il se retrouvait libre. Et quelle revanche de Tower également, hein, qui avait perdu face à Era Motorsport en 2021. Là, cette fois-ci, victoire. Et malgré une frayeur, parce que dans le Big One, on rappelle quand même que la numéro Mhm. 8, elle était prise dedans, hein. Donc bravo à Sébastien, quoi. J'ai trouvé que c'était fort. Elle a été prise dedans, mais c'est. Alors, l'élimination sur le coup, c'est la United avec Nick Bull qui était au volant, je Tout crois. à fait. Qui Oui, déjà oui, dès le départ avait merdé. Je crois que c'est au départ où elle se retrouve au milieu du peloton et toutes les GT parviennent à éviter la voiture, mais voilà. Et puis ouais, ça a été une course c'est dingue d'élimination. parce Ouais. que bah oui, c'est dingue parce que, attends, je te fais intervenir après, mais tu vois, je te parle de Nick Mhm. Bull. Il a quand même gagné l'année dernière avec Inter Europol, Mhm. puis Johan Bien sûr, bien sûr. Mathiasen, avec Tom Dillman. Donc, comme quoi, finalement, l'entourage et l'équipe dans laquelle tu roules jouent aussi. Je pense qu'il se met la pression avec United en se disant, oh là là, mais là, j'ai une victoire peut-être potentielle, je dois faire un bon boulot. Mhm. Et puis, bah, c'est là où on fait les erreurs, Ah quoi. bah quand t'es aligné sur une caisse de chez United, de toute façon, tu vises la victoire. Enfin, je pense que c'est le message que Richard Dean doit dire, c'est que les gars, nous on vise devant. Donc ouais, peut-être qu'il s'est mis la pression. Après, c'est toujours Je sais pas. les fameux pneus froids pour l'erreur du départ. Et puis le Big Hmm. One, bah pas beaucoup de chance quoi. Hein. Ah, il pouvait pas faire Il se grand-chose. fait percuter. Du coup, c'est Louis Delettra qui revient sur la trage. Et après, il y a un enchaînement. En tout cas, pour revenir sur Sébastien Bourdet, bah, comme tu dis, ouais, toujours la santé. La voiture qui a toujours été aussi vraiment aux avant-postes. Hein. Elle a jamais C'est quitté vrai. cette première partie du classement, ce top 3 même, je pense qu'on peut dire. Euh, et puis voilà, ils ont profité aussi, ouais, comme tu dis, d'une course d'élimination. Je pense à Mathieu Vaxivière qui faisait un bon taf aussi. Et il y a eu C'est des clair. soucis sur la voiture. Je pense à la 04, à la CrowdStrike, qu'on a beaucoup suivi avec la réalisation TV, puisque voiture américaine, voilà, il y avait beaucoup d'intérêt américain, donc il y avait beaucoup de caméras embarquées. Oh là Ouais, là. on en a passé. Non, mais Colton Ouais, Herta qui la fout dehors voilà. alors qu'il était en Ouais. tête. Non, mais vraiment, c'est ça. Il y a eu. Là, ça a été. Mais comme d'habitude, je sais que toi t'aimes bien ça. Moi, je suis un peu moins fan, mais cette fameuse catégorie qui est monotype châssis Oreca, bah Ouais. voilà, retrouver Sébastien Bourdet et ses équipiers, il est pas tout seul, mais les retrouver en tête, c'est finalement pas tant une surprise que ça, puisque ouais, gros niveau, enfin très 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 gros niveau.
Ah, c'est clair, c'est clair. Bah voilà, franchement, très belle course aussi. On les a moins vues parce que la réalisation est moins sur le LMP2. Moi, je suis un petit peu Ah déçu bah parce que, ouais. étant donné que, évidemment, je suis habitué à aller voir ces LMP2 en ELMS, en Asian Le Mans Series. Et ouais, j'ai essayé de faire des points réguliers au micro sur ces LMP2 parce que pour moi, c'est vraiment une catégorie de fou. Et quand on voit les pilotes qui sont dedans, c'est vraiment aussi remarquable parce qu'on a des pilotes de GTP, Hum, hum. d'hypercar qui viennent garnir les rangs et on a des champions de LMS, on a des champions sur d'autres catégories. Sébastien Bourdet en fait partie évidemment. Voilà, moi je trouve que c'est une belle catégorie, elle n'a pas été Et suffisamment mise en avant. Voilà, seule petite déception, Inter Europol qui termine loin. J'ai pas compris parce que le rythme était là. J'ai pas compris leur course galère en fait. J'ai pas dû être au micro au bon moment, mais dommage parce que l'année dernière c'était une saison de rêve et là cette année ça sera un petit peu plus compliqué peut-être pour Tom Dillman avec son équipier ou ses équipiers. t'as raison de le dire, l'arrêt des programmes ou le retrait de certains constructeurs ou bref les changements qui interviennent font que effectivement le LMP2 et c'est le cas aussi en ELMS, hein, on a ou alors il y a aussi les courses d'IMSA où les GTP ne roulent pas et du coup les pilotes titulaires du GTP vont à l'MP2. Ça c'est hyper intéressant et c'est vrai que ça nous donne des équipages de premier plan. On avait même là je vois sur la LMP2 de l'équipe Riley, on avait même le champion du monde de Formule 1 2008, donc c'est pour te dire quand même C'est qu'on vrai, avait un... a posteriori. Voilà. Donc, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Felipe Massa, si tu nous écoutes, eh bien franchement, c'est pas bien beau ce que tu nous fais. en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'on avait cette fameuse course d'attente, ces drapeaux jaunes, c'est un sprint, ça dure que 1 heure ou 30 minutes, c'est Daytona, blablabla. Bah, on a quand même que 3 voitures dans le tour en catégorie LMP2. Et c'est pareil d'ailleurs, au C'est général, on a clair. que les 3 premiers, qui terminent en plus à 4 secondes d'écart, donc vraiment très très groupé. Mais on a que 3 voitures dans le tour après 24 heures d'effort, donc c'est pas... Tiens ouais. d'ailleurs, non, c'est vrai, non, non, mais je suis d'accord. Non, tiens, d'ailleurs, j'y pense parce que tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. L'écart normalement en LMP2, on se souvient que c'est très très serré. Ah bah oui. Généralement, jusqu'au bout, ça se joue à rien. Là, Sébastien Bourdais, il a collé 44 secondes à la voiture de chez United Autosport, la numéro 22. Bon, voilà, parce qu'il y a eu des petits soucis. Paul Di Resta qui a craqué, qui s'est raté à un moment donné Mm. et qui a endommagé la voiture. Mathias Bech qui est venu pousser Paul Louchatin et qui a été pénalisé. Enfin voilà, il y a des explications. Mais en tout cas, sur le papier et au résultat, eh bien, les LMP2, là, ça a été la catégorie la moins serrée de Mais cette j'ai vu édition. qu'il avait, je crois qu'il avait Sébastien Bourdais 40 secondes d'avance au moment de son dernier relais, et là je me suis dit, bon, un matériel équivalent avec les autres, avec sa connaissance et sa science de la course, ça va le faire. Normalement, Ouais, 40 ça... secondes, il restait peut-être même moins d'une heure, enfin oui, moins d'une heure de course, c'est sûr, mais c'est peut-être même au dernier restart avec la neutralisation. Ah non, parce qu'il y avait quand même Paul Lou Ah oui, non, Chatin c'est sur vrai. la ERA et Mathias Bech. Non, non, il avait de l'avance, puis après, ça a été justement resserré dans ce Ah oui, non, tu restart. vois, je dis n'importe quoi. Et ensuite, bah, il se battait à 3. Ouais, il se battait à Ouais, non, 3. mais en tout cas, quand je voyais cette avance, Il a eu 40 ouais, secondes. mais ouais, c'est vrai, non, bah, je m'en mêle les crayons, écoute. Mais Ah bah voilà, ouais, non, mais je suis content. En tout cas, je suis content pour lui. mince. Petit mot. C'est bien d'avoir des Français qui brillent. Je pense à ça, vu que chez Porsche, on a été Ah, un c'est peu clair. déçus. Bah oui, on a été déçus. Il y avait moyen d'avoir deux Français sur la plus haute marche en GTP. Il y en a eu donc en LMP2. On avait du choix, hein. Il y avait Mathieu Vaxivière dans la 88, il y avait Paul Louchatin, il y avait donc Sébastien Bourdet. Voilà, il y en avait plusieurs. Tom Dillman, on pensait évidemment que ça pourrait le faire. Et d'ailleurs en rythme, hein, je vais Oui, juste oui. finir là-dessus sur la page LMP2. Antonio Félix d'Acosta sur la 43. Quand même, Antonio Félix d'Acosta chez Interopol, moi je trouve ça fou. Enfin, c'est trop bien. Une 38-8 comme meilleur tour en course. C'est pas lui qui fait le meilleur temps, mais en tout cas sur son average, sur sa moyenne, c'est lui le meilleur. Et Tom Dillman, cinquième de cette catégorie, donc vraiment solide. Vraiment, ça a été un bel équipage. Dommage qui termine loin. Voilà, c'était notre petite page français. Et on va parler plutôt américain en GTD Pro avec une victoire Ford. Non mais incroyable. Deux Ford sur le podium qui encadrent une Corvette. T'y crois? Bah, j'y crois. Oui, c'est le résultat, Anthony. Faut. Non, alors Faut ouvrir les yeux. sur alors c'est bien qu'on parle du GTD Pro. Le GTD, je vais te dire que je te laisserai faire ce Ah, segment de l'épisode parce que d'accord. En fait, non, mais ça fait partie des catégories qui ont été quand même très invisibilisées par la production télé, hein, on va pas se mentir, le GTD. Mais oui, mais c'est le risque aussi. Moi, je comprends la réalisation. C'est le risque parce qu'il y a quatre catégories où, en fait, à chaque fois, ça se joue à rien du tout. Et finalement, il y avait beaucoup de batailles en GTP.
et en GTD Pro. C'est vrai. Bon, alors pour ce qui concerne Ford, eh ben voilà, ça y est, on a les Ford Mustang qui sont solides. Oh Donc là là, bah oui, j'y ça y est. croyais pas. Bah moi non plus, mais ça y est. Il faut le croire. Elles sont solides au sens où vous vous souvenez peut-être des images de la saison dernière avec les voitures qui partaient en lambeaux, Ah oui, la malle arrière qui se faisait la malle, ah, c'était le magnifique. capot avant, enfin toute la partie avant qui était quand même très fragile aussi. C'était plus une voiture de tourisme qui était coursifiée pour l'endurance, mais et là j'ai l'impression que ça y est, ils ont trouvé le truc qui, ils ont trouvé la solidité qui colle. Moi, je vois beaucoup de parallèles avec le programme Ford GT il y a quelques années, il y a presque 10 ans maintenant, où c'est pareil, il y avait une fébrilité au départ, et puis, parce que la première édition de Daytona, je crois que les voitures n'ont pas passé la nuit, ou en tout cas, c'était assez dur pour une première édition. Et puis ensuite, là, ils avaient rapidement trouvé la fiabilité, puisqu'elle a gagné au Mans dès sa première participation, la Ford GT. Mais quand ils ont trouvé le truc, après les Ford GT, ça paraissait imprenable, quoi. C'était des caisses tu savais il allait pas se passer grand chose de négatif. Et là, les Mustangs, bah, je pense que ça y est, on est en train de revivre une période dorée, peut-être, de l'IMSA, où on va avoir des matchs Mustang, Corvette au M4, un peu comme on pouvait avoir la période dorée, moi ça me fait penser à ça, mais les 550 Maranello face aux Corvettes, ou les Viper face aux Corvettes, voilà, on a une nouvelle équipe, une nouvelle force. Et à mon avis, toute la saison, ça va être animé comme ça. Eh ben moi, je suis assez surpris quand même de voir ces deux Ford qui se placent. C'est vrai que sur Parce que les équipages sont pas le ouf, non? hashtag qu'on avait mis en place, si, non, mais c'est la voiture. Moi, je suis moins fan de cette Mustang. Je suis Ah désolé. bah moi aussi. En tout cas, elle fait plus voiture de tourisme que voiture d'endurance GT. Voilà, je le dis. Je préférais la Ford GT, par Ah bah exemple. non, mais 100 fois, évidemment. Mais bon, ouais, là, c'est des raisons marketing et c'est des raisons de Bien sûr. produits, hein. Non, mais tu vois, je compare peut-être. Alors, c'est peut-être abusé, mais comme une Bentley. Voilà, une Bentley en course en GT3, pour moi, ça n'a pas sa place, entre guillemets, même si elles ont gagné et que ça s'est quand même bien comporté. Mais voilà, la Ford Mustang, quand tu vois la silhouette par rapport à une Corvette ou par rapport à une Ferrari, ouais, ça fait un petit peu moins rêver. Ouais, bah, par rapport à la BM aussi. Enfin, la BM, elle est quand même pas non plus. Je sais pas. C'est Je vrai. commence à m'y habituer en fait. Bon, J'avais aussi d'accord, ta d'accord. vision. Je vois. J'avais aussi ta vision et je t'avoue que quand je les ai vus au Mans l'année dernière, j'en avais des boutons qui me poussaient sur les bras. Bon. Mais finalement, Ouais, non, c'est vrai. Et puis le son est magnifique aussi. non, et finalement, je me suis habitué. Et bon, alors, bataille intense, Ford Corvette, Ouais. et quand même avec BMW, on en parle ou pas de. Ah bah oui. Ah, un petit peu. Non? De qui? De Tommy Ouais, Milner, par ouais, exemple? ouais. Tu veux un whisky? Non, je veux plutôt un doigt. Ah bon, d'accord. Il n'était pas très content de la manœuvre d'Augusto Farfus. Et c'est vrai qu'Augusto Farfus, bah voilà, il a tenté de d'aider la BMW numéro 1, étant donné que cette voiture du Paul Miller Racing, donc la BM M4 numéro 48, était en tête avant d'être prise dans le Big One. Bon, bah, il fallait qu'il l'aide peut-être un petit peu aussi à sa façon, la numéro 1. Ça n'a pas fonctionné, mais j'ai pas trouvé qu'il avait été anti-sportif non plus. Voilà, il a défendu sa place. Tommy Milner a craqué à un moment donné. Et en fait, ça n'a pas été le bon choix parce que il a craqué, il a un peu abîmé sa voiture et ça a mis l'équipe un peu dans une mauvaise position et jusqu'à ce qu'à la fin ça remonte pour Varronnet, mais bah voilà, ça partait de loin et il y a eu contact, il y a eu pénalité, enfin ça s'est mal emmanché. Bon, ça fait partie aussi de la légende maintenant de Daytona, hein, je trouve. Voilà, ce doigt d'honneur que Tommy Milner fait à Farfus, c'est une image forte de cette édition. Ils ont été équipiers ou pas par le passé? Là, je te lance dans un truc, je sais pas si tu l'as, mais. Parce que. Je pense pas, non, je pense Non, parce pas. que Milner, il était chez BM, mais ouais, non, il était chez BM il y a longtemps. Il y était avant que Farfus y soit peut-être en programme endurance, alors je sais plus. Parce que tu sais, Milner, il a quand même roulé sur les M3 GT2 2000. Ah oui, non, Ouais, mais Farfus, 8, non, 8, Farfus, 9. il était en championnat du monde d'endurance, d'où les TCC, je Ouais, pense. c'est ça, il connaissait pas encore le. Ouais. Mais alors, moi, tu vois, c'est compliqué parce que, en fait, ça s'est quand même reniflé pendant pas mal de temps entre les Corvettes et les BM. Euh, à qui la faute si on doit en attribuer une? Effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le fameux move où la Corvette est endommagée avec le contact avec la BM, on voit quand même que Milner perd un peu la caisse et en tout cas
a un coup de volant, volontaire ou pas, mais en tout cas, il est déstabilisé. C'est dans le petit virage, là, dans le infield, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas le Oui. International Corner ou... Horseshoe, Ouais, non? je sais plus. Mais en tout cas, le fait de faire un doigt d'honneur derrière, que ça soit repris, euh, évidemment, amplifié avec les réseaux sociaux, etc., etc., Ah bah c'est une oui. façon de montrer que lui, il estime que lui avait raison et que c'est l'autre qui est en tort, mais je suis pas si sûr que ce soit ça la vérité. Je pense que c'est quand même plus un tort partagé. Après, effectivement, la voiture devant n'avait pas grand-chose à faire puisqu'elle était là juste pour protéger la BM et oui, faire perdre du Hmm. temps, etc. Donc oui, c'est quand même un petit peu abusé d'avoir fait le bouchon. Et en même temps, bon, C'est c'est la la course à course, quoi. Hein. l'américaine. Ouais, voilà. Je veux dire, on peut pas. Racing is racing, quoi. À un moment, on va pas non plus foutre des pénalités ou euh, avoir l'air hyper surpris quand il y a ce genre de manœuvre. Ouais. J'avoue que je suis pas fan. Mais bon, c'est pas non plus aussi grave que les Peugeot qui bloquent l'Audi au 24 heures du Mans 2011, où là, c'était vraiment du scandale. Et en plus, à haute vitesse dans la une Audière. Coucou Franck Montagny. Euh... non, Ah bah il avait des consignes, ouais, voilà. non, mais exactement, bien sûr. Hein, c'est pas un déblocage du pilote. Hein, On sent que t'as encore la rancœur, il te bah doit non, 30 non. balles, tu nous avais Bah non, mais raconté. j'adore. En plus, j'adorerais échanger. Je sais que t'as eu la chance de commenter avec lui la Formule 1. Ah non, bah Ah, il est Montagny, je génial. l'adore. Il est J'adore génial. Montagny. Et non, mais là, tu vois, c'est du blocage, mais merde, c'est la course aussi. Et j'en plaisante, mais même à l'époque avec Peugeot et Audi. Bah ouais, mais bon, c'est la course. Et voilà, à un moment, l'autoreur est passé, il a un peu forcé le rythme, et c'est tout. Enfin, ça fait aussi partie du truc. L'année On dernière, peut pas être. l'année dernière à Daytona, hein. Ouais. Ouais, aussi. Déjà, Ouais, tu sais, Porsche qui est. Enfin voilà, il y a une Porsche qui gênait un petit peu bien l'autre. sûr. Enfin, qui gênait un peu l'adversaire. Bah, c'est un peu le jeu aussi. Il faut pas que ça soit des coups de portière et vraiment du break test. Mais moi, j'ai pas trouvé ça choquant de la part de Moi non plus. Foufous. Je Moi non comprends plus. quand même la position de Milner. Oui, voilà, c'est Bon, ça. les deux, C'est un peu le. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'équilibre des deux, quoi. je trouve. Et BMW, hein, qui franchement sur le rythme, s'il n'y avait pas eu ce gros crash, pardon, et ce gros Big One, ça pouvait le faire avec les deux voitures du Paul Ouais, Milner. clairement. Bon voilà, c'est vrai que sur la fin de course, c'était pas simple. Ferrari, bon, un petit peu plus en dedans, il n'y en avait qu'une seule en même temps, hein, celle du Dragon Speed Rizzi. Et on voit que ça n'a pas été horrible, mais voilà, il y a eu des petites galères. Et donc, c'est la sixième place seulement. On attend mieux, je trouve, en tout cas, de cette Ferrari 296. Il y en avait qu'une seule en GTD Pro. Ah oui, exact. Oui, oui, pardon. Oui, Oui, oui. tout à Non, fait. parce que Tout à celle que fait. Pierre Guidi placarde, c'était en GTD. Aïe. Oh là là, il fait tellement rarement des erreurs. Là, c'est Mhm. dommage, ça tombe sur en plus la voiture numéro La 21. 21 de Lilou Wadou. Lilou Wadou, une des six femmes engagées dans la compétition. Donc, bah ouais, abandon pour cette voiture. Sur une petite erreur de Pierre Guidi, ça a freiné devant. Voilà, il a perdu la voiture, ça arrive. Et ça a fait un peu strike. Donc, Lilou Wadou. dommage pour eux, mais voilà. Le fait est que Corvette s'impose grâce à l'équipe Awa. Alors celle-là, je ne l'ai pas vu venir parce que Mhm. on s'attendait plutôt à ce que Mercedes Winward puisse s'imposer. Tu le disais, à un moment donné, ils étaient à 7 Ouais. tours en ayant connu des difficultés. L'année dernière, ils avaient dominé la saison vraiment de la tête et des épaules. Et là, en ayant eu 7 tours de retard, ils reviennent quatrième et ils terminent à Ouais, 6 ils sont dans secondes. le tour. Autant te Ouais, dire ouais. qu'ils étaient les doigts dans le nez, hein. Non, mais c'est ça. Et enfin, donc là, c'est là où on voit le côté illogique de la course à l'américaine, où la voiture, elle est restée je sais pas combien de temps, quasiment une demi-heure, je crois, pour faire des réparations. Et finalement, elle termine dans le tour à moins de 10 secondes. Bon, ouais. Mais bon, Attends, ouais. elle rate le podium à 2 Mhm. secondes. Non, mais C'est quand même c'est magnifique. incroyable. Donc, le GTD, bah, Après, ça veut dire aussi qu'on connaît les règlements et qu'on connaît la stratégie à l'américaine. C'est finalement un bon point aussi pour les c'est ingénieurs. vrai, c'est vrai. Et donc, ouais, bah, déception. Enfin, déception pour Lilou Wadou aussi, un peu, parce que je sais pas si vraiment il y avait un moyen de se battre aux avant-postes, mais la pauvre, quand c'est pas Pérez Compantes qui plante la caisse, là, c'est Pierre Guidi. Bon, ceci dit, elle a déjà fait des sorties de piste aussi en volant d'une Ferrari, mais là, c'est quand même pas de bol, parce que dans ce restart, euh, il y a des touchettes, enfin, devant, ça se frictionne, etc., mais lui, c'est vrai qu'il la perd, et je l'ai pas vu venir, cette erreur de Pierre Guidi, quoi. C'est rare, hein, comme tu dis, c'est très rare de sa part. Ah, je suis d'accord. Franchement, bah voilà, ça peut arriver, hein, mais bon, dommage pour Ferrari, du coup, qui a perdu peut-être une de ses meilleures Mm. chances. Il y avait Ouais. aussi la 50 à F Corset avec bah, Arthur Leclerc, hein, qui en fait a été un peu transparent, faut bien le dire. Il n'était pas non plus avec
des équipiers Cador, à part peut-être Lorsen. Non, même pas. Non, il était avec Agostini, avec Toledo et Lorsen. Hmm. Bon, c'était pas la voiture qui allait Non. jouer la victoire. Pour Aston Martin, moi j'ai bien suivi les performances à la fois de la 27 et de la numéro Ouais. 19. Donc la 27 Art of Racing Team, hein, évidemment. Aston Martin qui va arriver à Sebring avec une Valkyrie qu'on attend avec Ah ouais. impatience. Et donc finalement, bah, les Aston, plutôt en prise pardon, à des problèmes mécaniques dans les autres catégories, ce qui est assez incroyable, je trouve, parce que là vraiment, on a perdu une roue pour la Earth of Racing Team après 18 minutes de Hmm. relais. Je crois que j'ai pas vu ça souvent. Donc j'imagine que l'écrou ou la fusée était un peu abîmée. Aston Martin qui se montre, voilà, derrière Porsche et Ça fait quand Corvette. même 3 et 6, hein, Et donc ça puis, va, ouais. c'est vrai, mais j'attendais peut-être un petit peu plus du dernier relais de Valentin Asclo. Ah, bah, je lui mets la pression, hein. Valentin, un excellent pilote Ah oui. évidemment, qui là, avec cette nouvelle équipe, quand même termine sixième. Je crois qu'ils étaient contents parce que, mine de rien, bah, arriver dans un championnat comme l'IMSA en étant juste finalement assez nouveau, eh ben c'est une très belle performance quand même. Même si, voilà, on aurait bien aimé avoir le podium, c'est sûr. Et tu les évoques pas, mais il y a aussi les Iron Dames qui terminent dans le tour. Mais je te laissais le faire. Ah bah putain, qui Exactement. terminent dans le tour huitième, certes, mais avec un équipage inédit ou pas? C'est la première fois qu'on a ces quatre là Oui, associés, donc Michel Gatting qu'on connaît, Raël Frey aussi, Sarah Bovy, et Karen Gaillard, la Suissesse. C'était ses grands oui. débuts à Daytona. Je sais que tu l'as eu en ligne pendant le live sur Automoto la chaîne pendant que tu commentais. Et alors j'ai pas regardé en détail les performances. Là, je vais peut-être te laisser si t'as des datas là-dessus. Mais en tout cas, J'ai des c'est quand datas. même parce qu'elles ont eu pendant toute la saison dernière et même peut-être un peu plus tard, mais surtout la saison dernière, hein, un espèce de chat noir où c'était compliqué, hein. Enfin moi, le nombre d'images que j'ai des Iron Dames, que ce soit avec la Lamborghini surtout d'ailleurs, des difficultés, etc. Et là, les voir terminer et être dans le tour. Alors certes, c'est une huitième place. Bon, tu rentres à la maison, t'as pas grand chose à t'as pas grand chose à fêter avec ton conjoint, Non. mais quand même quoi. Enfin, il y a voilà, c'est une sacrée perf quoi d'avoir couvert tous les tours possibles de la catégorie. C'est top. Ouais, c'est vrai, déjà, bah, t'as pas grand-chose à gérer et à fêter avec ton conjoint, surtout si c'est Jules Gounon qui a abandonné, malheureusement, avec la Mercedes. Ça va, il gagne Moi, tout le temps lui. moi, ce C'est que je... bon. Faut bien des fois qu'il abandonne. C'est Je bon, dis merde. ça va. Problème de surchauffe en début de course, c'est vrai, Jules Gounon, c'était la Mercedes qui pouvait peut-être faire quelque Ah chose oui. aussi en GTD Pro, mais voilà, ça l'a pas fait. Non, pour revenir sur les Iron Dames, pas une mauvaise performance, mais honnêtement, j'ai été déçu de la perf de Mitchell Gatting, Ok. qui est Ok. passé pilote Gold, qui est devenu pilote Factory Oui. Ouais. Porsche, je sais pas Ouais. exactement la dénomination totale, mais elle a intégré les rangs officiellement de Porsche, et là, sur un tour, pas mal, hein, 47,9, c'est bien, mais celle qui a été la plus efficace sur ces relais, alors encore une fois, on va pondérer selon si on a roulé la nuit, Ah oui, si on a toujours. roulé Mm. beaucoup sous safety car, c'est toujours un peu compliqué d'être parfaitement à l'aise dans les tableaux de statistiques à ce niveau-là. Mais enfin quand même, Sarah Bovy, première course en silver, eh ben, elle a été parmi les meilleurs silver. Moi je m'inquiétais un petit peu de ça, de son passage dans la catégorie silver en se disant bon, ça va pas être simple non plus. En étant la meilleure bronze, on s'imaginait qu'elle soit dans le milieu de tableau silver, voire même milieu de tableau haut. Bah là, elle fait mieux, elle fait une performance incroyable parce que en étant donc nouvellement classifiée Silver. Elle nous a fait des relais moyens en 49,2 et elle se place au niveau de Conrad Lorsen, de Lilou Wadou, d'Harry Tinknell. Elle est devant un pilote Platinum. Elle est devant Lars Kern. Elle est devant Alessio Rovera. Franchement, bravo Sarah Bovy, super. C'est elle parmi les 4 pilotes Iron Dames qui a été la plus rapide, même devant Mitchell Gatting. Donc vraiment, j'ai été bluffé, je le dis, par les perfs de Sarah Bovy. Et puis de toute façon, elle est adorable et c'est vraiment génial. Et puis pour Karen Gaillard, bah, c'est la première, peut-être de beaucoup de courses, évidemment. Elle s'est bien habituée à l'endurance. Elle découvrait Daytona. Elle a fait ce qu'on lui demandait de Mhm. faire, c'est-à-dire ne pas faire d'erreurs, suivre son rythme, être dans le match. Et ça l'a fait parce que, tu vois, un meilleur tour en 48,5 et un relais moyen en 49,8, si tu compares, elle lâche que 6 dixièmes sur son relais par tour face à Sarah Bovy. Donc oui, ça paraît sur le papier brut gros, mais moi je trouve que c'est Non, vraiment une belle non, entrée en non, matière. c'est vachement honnête.
Et après, Sarah Bovy, on en a déjà parlé longtemps ici, on avait en plus avec l'anecdote que j'avais sortie, enfin, l'attachée de presse, mais on sait qu'elle était pas, elle est faite d'un autre métal que le bronze, Sarah Bovy, c'est évident. C'est Bien sûr. évident, donc je suis content de voir ça, et qu'effectivement, comme tu dis, ce changement de catégorisation qui souvent peut échapper aux observateurs les moins fins. En tout cas, quand on regarde une course comme ça, on peut ne pas trop s'intéresser à tout ça, mais c'est quand même un élément assez important parce que ça conditionne la composition des équipages et puis aussi parce que pour chaque pilote, sauf les platinums qui sont hors catégorie, mais pour chaque pilote, ça les oblige aussi, eux, à avoir, à observer les autres pilotes qui sont du même rang, ils savent contre qui ils vont se battre, etc. Et comme tu dis, c'est un peu comme un changement de classe ou une promotion. Et donc Sarah Bovy, je pense peut-être qu'elle avait un petit stress par rapport à ça. Bon, je suis pas sûr, connaissant la demoiselle, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez costaud au niveau psychologique Oui, et tout ça. Ça va, elle va pas faire des cauchemars pour ça. Mais bon, quand même, il y a forcément un petit questionnement qui doit être là et être au rendez-vous dès le départ, c'est très bien, c'est très très bien. Est-ce que ça lance une meilleure ouais, saison bravo. pour elle? Quand je dis pour elle, c'est avec un S, J'espère. hein, pour tout l'équipage Iron Dames, ça serait top. Bon, même si voilà, la 8e place, c'est Ouais, c'est vrai. pas ce qu'elle visait, mais ça a été quand même une belle perf. Bravo, franchement, à elle. Et encore une fois, voilà, coup de chapeau à Sarah Bovy parce que Mhm. bah voilà, passer en silver, tout le monde disait bah oui, mais c'est pas une bronze, hein, faut qu'elle fasse silver. Oui, bah voilà, bah elle le montre, elle est parmi les meilleures silver. Donc là, franchement, belle entrée en matière. Ok, c'est en IMSA, faudra voir ce que ça donne en WEC également. Mais je crois que ouais, c'est déjà parti sur de bonnes bases. Et puis je crois que la BOP aussi voulue par l'IMSA cette année avec l'arrivée du couple maître comme en WEC, bah, ça a offert aussi des performances, je trouve, un petit peu plus égales, entre guillemets, entre les constructeurs, même si la Mercedes quand même qui avait gagné l'année dernière a la science de la course et cette Mercedes chez Winward, elle a quand même été, pour moi, hein, celle qui s'est le plus mis en valeur dans cette édition en GTD, même si sur le résultat on le voit pas, mais voilà. Coup de chapeau quand même à cette équipe. Ouais, la BOP, comme tu dis, il y a eu un petit changement, je sais, ils ont rajouté du poids à la Porsche avant la course, entre les Oui, essais et la course. Et parce qu'à un moment, il y a eu un moment quand même où bah, il y avait des Porsche en tête de toutes les catégories où Porsche est engagé. mais oui. Ça aurait pu. Non, mais c'est vrai, c'est quand même fou. Et finalement, c'est pas le résultat final. Donc ouais, j'ai l'impression aussi que ce travail de BOP à 2 étages, à 2 niveaux, comme on l'a évoqué lors du dernier épisode, fonctionne bien, ouais. Ouais, ouais, ça fonctionne bien. Ah, c'est vraiment très agréable. En tout cas, c'était agréable à commenter, c'était agréable, je l'espère, à suivre cette épreuve. Et donc, prochaine manche pour l'IMSA, bah, ça sera à Sebring, hein, encore une épreuve vraiment une classique. Et donc ça sera le 15 mars. Là pour le coup, c'est moins agréable pour nous parce que ça se finit de nuit aux États-Unis et donc pour nous, bah, ça se finit aussi de nuit, hein. Ça se finit à 4 ou 5 heures du matin. Donc c'est moins facile peut-être de suivre cette épreuve, mais en tout cas, on sera là. Ça sera diffusé sur Automoto la chaîne et puis on fera une petite présentation, une petite review évidemment, comme on en a l'habitude dans l'Endurance Club Geoffroy. Ça a été vraiment très intéressant encore une fois de pouvoir revenir sur cette épreuve. Et il y a plein de belles choses hein, pour la saison 2025 aussi. Tu vois, tu parlais des Iron Dames qui avaient lancé leur saison. Mais nous aussi, on l'a lancé cette saison 2025 et on espère voilà, vous offrir de belles Ben, petites choses. Je vais enchaîner avec C'est quoi ton actu, du bah coup? alors, ouais, très bien. Non, mais tu fais une bonne parenthèse. Juste avant, j'ai eu pas mal de retours sur l'épisode de la semaine dernière. C'est celui qui a fait les meilleures audiences sur YouTube, notamment. Donc, on n'est toujours pas en format Génial. vidéo. Vous le savez, si vous nous écoutez. Oui, Je sais que c'est demandé, que c'est attendu, etc. On veut faire ça dans de bonnes conditions, donc ça sera pas tout de suite. On veut avoir un truc bien produit, etc. Donc voilà, désolé pour le décalage, mais ça arrivera. Mais on va en tout essayer. cas, ouais, c'est l'épisode qui a le mieux fonctionné. Quelques petits changements un peu au niveau design, etc. Il y a des trucs qui vont arriver. Donc voilà, c'est cool en tout cas, vos retours, on est toujours preneurs et on apprécie de voir ça. On apprécie les gens qui prennent le temps aussi de laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous Oui, fait plaisir. L'actu, eh ben écoute, là, ça y est, on rentre dans Rétromobile. Moi, ça, c'est la semaine c'est dans 2 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas la semaine. Attends, ouais. que je dise pas. Si, c'est la semaine prochaine. Oui, puisqu'on enregistre là. Ah Oui, oui, voilà, c'est déjà? la semaine Ah, ça pro, c'est passe ça. vite. Donc, bah, moi, je suis à fond sur Rétromobile. Voilà, ça y est, c'est ma carte actu Rétromobile. Je dis ça parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, je prépare le fait qu'on va enregistrer des épisodes là-bas.
c'est pas un Bien secret. sûr. Et puis voilà, j'ai plusieurs clients qui exposent à Rétromobile, donc oui, c'est vrai, oui, plusieurs, même pas mal, ouais. Donc voilà, je vais en profiter pour passer du temps là-bas, aller les visiter, aller les rencontrer, échanger et parler de la saison 2025. Donc voilà, je suis en train de préparer tout ça, des échanges et pas mal de rencontres, et donc voilà, Rétromobile à fond. Ah, trop bien. Bah, de toute façon, je sais que tu aimes bien le côté classique. On aime bien faire des épisodes historiques aussi, et il y en aura encore hein, en 2025, évidemment, dans l'Endurance Club. Mais bah là, c'est une occasion aussi de pouvoir se mettre vraiment dans le rythme. Si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller à Rétromobile, franchement, on vous le Ouais. conseille. C'est un super rendez-vous. Et bah, si on peut se rencontrer en plus, ça serait top. Voilà, on y sera plutôt aux alentours du mercredi 5 et jeudi 6. Mais voilà, pour info, justement, ça peut être sympa et n'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux si vous y êtes, justement, dans ce salon Et rétromobile. toi, c'est quoi ton actu Qu'est-ce que je alors? voulais dire? Donc, ton actu. Bah voilà, évidemment, ton actu a été évoqué. La mienne, bah écoute, ça va être le début de la phase des films. Des 24 heures du Mans, des projections de films des 24 heures du Mans, parce que chaque année, l'ACO, avec le club ACO justement, eh bien, organise des projections un petit peu partout dans l'ouest de la France, et j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir les animer ces soirées, d'aller à la rencontre justement des passionnés que vous êtes, et je suis trop content parce que là, la première a lieu cette semaine. D'ailleurs, il y en a même trois, puisque j'irai en Bretagne, je vais aller à Tours, enfin voilà, c'est un petit tour de l'ouest de la France que je nous fais. Et ensuite, bah voilà, ça va s'enchaîner les dates. Donc vraiment assez chargé en ce moment le planning, mais c'est très bien. Et puis j'ai eu l'occasion de faire en début de semaine une émission sur le retour sur le Dakar, voilà, parce que bah, ça m'a occupé aussi pendant une grande partie du mois de janvier avec Donald Renew et avec voilà, toute l'équipe sur une émission vraiment un récap sur le Dakar. Donc ça c'est en début de semaine, c'est retrouvé sur les réseaux sociaux de Racing Stream et puis mon podcast hein, qui continue. C'est difficile de tenir le rythme en ce moment, mais il y a de belles choses qui arrivent. Il y a un épisode sur Axel Alétru qui revient sur son parcours et parcours inspirant franchement de sa part. Il avait fait le Touquet l'année dernière en étant paraplégique. Enfin bon bref, c'est vraiment un cas à part et un phénomène. Et puis bah, l'épisode sur Henri Pescarolo va arriver. Enfin, c'est vraiment fantastique. La chance que j'ai eu de le rencontrer et j'espère vous le transmettre justement aussi bah, cette passion qu'on a tous les deux et tous ensemble évidemment. Donc voilà ce qui arrive un petit peu dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Peut-être aussi un petit peu de commentaires sur Eurosport avec des sports d'hiver parce que j'aime ça aussi, on le sait dans Trajectoire, voilà, sport d'hiver et sport mécanique. Donc ouais, un début de saison qui est parti tambour battant comme on dit C'est Geoffroy. marrant parce que quand tu balances ton actu, les gens doivent se dire que moi je branle absolument rien. Ouais, c'est marrant parce que Mais non, c'est pas non mais possible. c'est fou parce que tout ce que tu fais dans des journées de 24 heures. Je rassure des gens si jamais vous posez des questions, j'ai une activité dont je vous parle pas ici parce que c'est pas le sujet, mais j'occupe mes Oui. journées. Hein. Je suis pas juste en train de buller à Et réfléchir attends, à Rétromobile. Hein. non Rassurez-vous. Hein. mais, non mais Non, parce qu'il y évidemment, a un vrai évidemment. Et décalage, quoi. puis C'est marrant. accessoirement, t'es marié, t'as deux enfants. Je veux dire, voilà, ça peut occuper aussi Alors marié, je ne savais pas, mais écoute, pas si mal les tu journées. m'as marié sur, Non, mais je te ah bah l'apprends. écoute, parfait. Je te Mais l'apprends. ouais, en tout cas, oui, non, mais j'ai des journées bien occupées, mais non, mais c'est marrant parce que le nombre de projets sur lesquels tu es en parallèle et à chaque fois avec des trucs vraiment costauds, quoi. Enfin, Ouais, ouais, voilà. différent. Et puis c'est pas genre une petite interview à droite ou machin. T'as vraiment des engagements. Enfin, c'est impressionnant. Voilà. Bon, bah merci. Écoute, voilà, on va essayer de tenir le rythme. C'est sûr que du coup, c'est le projet podcast qui prend un petit peu de retard parce que bah, c'est celui qui me tient le plus à cœur, mais c'est celui aussi où bah, finalement j'ai pas d'obligation Eh oui. particulière. Je le fais vraiment pour vous, pour nous et pour partager. Donc voilà, parfois je suis un petit peu déçu de voir que j'ai pas la régularité que je voudrais. Mais bon, c'est comme ça et ça sera pareil sur YouTube d'ailleurs. J'ai eu de bons retours de la première vidéo que j'ai pu sortir. Voilà, c'est toujours difficile de pouvoir alimenter, mais je serai là en 2025 et on essaiera de faire au mieux. Et aussi avec évidemment l'Endurance Club. Donc voilà, toujours un plaisir de pouvoir être ensemble, de se retrouver Geoffroy toutes les semaines. Et c'est vraiment bah, génial de pouvoir continuer et de voir qu'on est de plus en plus nombreux finalement à partager notre passion. Et il me plaît bien ce podcast d'Endurance Club. Donc voilà, on compte sur vous aussi pour donner la bonne parole autour de vous et pour rameuter un petit peu des passionnés
passionnés que nous sommes et pour évoquer de belles courses comme les 24 heures de Daytona. Exactement, on est de toute façon reparti dans un nouveau cycle où voilà, ça y est, début d'année, Daytona qui vient de passer. On relance la machine avec les 24 heures du Mans en point de mire en juin, donc Oh l'Endurance oui. Club ne va faire que s'agrandir encore dans les mois à venir, j'en suis sûr, ça c'est clair. Ah, génial, génial. On a plein de beaux projets. Bah, merci à toi, Geoffroy. C'était toujours super sympa de pouvoir échanger. Bah carrément, plaisir partagé. Et puis merci à vous toutes et tous, évidemment, de nous écouter. Vous le savez, Geoffroy vous l'a dit, si vous avez l'opportunité de mettre des étoiles ou de mettre un petit pouce, voilà, c'est une belle opportunité que vous avez. Ben, nous, en tout cas, on aimerait que vous la saisissiez. Mais merci beaucoup à vous pour le soutien, pour les messages. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui nous tiendra à cœur, évidemment. Ça va être assez intéressant. On va présenter les 2 dernières manches de l'Asian Le Mans Series pour se mettre parfaitement dans le bain de ce qui va se passer parce que oui, ça va s'enchaîner, hein. Ouais. Là, les 2 week-ends consécutifs avec un petit peu d'Asian Le Mans Series et puis quelques surprises aussi. Déjà des invités, ça y est, parce qu'on visait le fait d'avoir des invités. On espère avoir des invités, peut-être à Rétromobile justement, pour pouvoir bien essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'Endurance Club sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Merci beaucoup. Belle journée, belle soirée quand vous nous écoutez, belle semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Endurance Club. Salut à Salut! tous!